Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine au calme, nous allons parler de l'eau qui s'écoule tranquillement dans les aqueducs. Nous continuons ainsi l'exploration de la fausse histoire à travers le site de Pompéi. En effet, celui-ci est concerné par deux aqueducs. Nous allons donc chercher à savoir si ces deux aqueducs ont quelque chose à nous apprendre sur l'histoire de Pompéi. Alors commençons par un petit résumé, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents. Officiellement, Pompéi aurait été enseveli en 79 après Jésus-Christ, lors d'une éruption du Vésuve, donc au 1er siècle de notre ère. Mais des chercheurs récentistes, en particulier Andreas Tsurilo, ont remis en cause la version officielle et affirment que Pompéi a été détruite en 1631 lors d'une autre éruption du Vésuve. Pour ma part, je ne crois pas à cette thèse. Je vous expliquerai pourquoi. Mais j'ai moi-même affirmé qu'en réalité, Pompéi aurait été construite en ruine et enterrée ensuite à la fin du XVIe siècle, précisément entre 1595 et 1600, par l'architecte Domenico Fontana, architecte qui réalisa également la levée des obélisques de Rome. Alors quand on parle de Pompéi, on nous parle toujours de l'eau, ce talent qu'avaient les Romains pour gérer l'eau dans la ville de Pompéi. Parce qu'à Pompéi, tout en haut de Pompéi, il y a un château d'eau qui était alimenté par un aqueduc, l'aqueduc Augustus, qui desservait la ville de Naples. Depuis le Mont Sorino, il allait jusqu'à la ville de Naples et il y avait un embranchement, dont nous reparlerons, qui alimentait un château d'eau. Et à partir de ce château d'eau, il y avait une distribution en tuyaux de plomb qui desservait l'ensemble de la ville. Ce système, qui a été décrit par Vitruve et qu'on retrouve dans d'autres villes romaines, par exemple à Arles, à Rome ou à Lyon. Vitruve étant un auteur romain, un architecte qui a théorisé l'architecture romaine et qui était le maître à penser des architectes de la Renaissance. Encore aujourd'hui, Vitruve est une référence dans le domaine de l'architecture. Ainsi, selon ce que nous en dit Vitruve, le château d'eau de Pompéi répartit les eaux en trois canals, en trois directions. Une direction qui est là pour alimenter les fontaines publiques, une deuxième canalisation qui va alimenter les thermes, les bains publics, etc. Et puis une troisième direction, une troisième canalisation qui alimente les villas, puisque quasiment toutes les villas, en tout cas toutes les grandes villas de Pompéi, sont alimentées en eau, ont un bassin au cœur du patio et l'eau courante. Les Romains, donc de Pompéi, avaient l'eau courante. Dans la thèse de Tsurilo. Donc si à l'époque romaine, Pompéi était alimenté par un canal qui arrivait en haut de la ville de Pompéi, Tsurilo s'est intéressé au canal du Sarno, un deuxième aqueduc construit par Domenico Fontana à la fin du XVIe siècle, qui devait alimenter des moulins à Torre del Greco, parce que ce qu'on nous explique, c'est que l'alimentation en eau de ces moulins n'était pas satisfaisante, étant donné le développement de la ville, et il a fallu réaliser une nouvelle amenée d'eau. D'après ce que j'ai compris, en fait, ces moulins, c'était pas des moulins à farine, mais c'était des moulins pour la fabrication d'armes. Vous savez que, en fait, en métallerie, les moulins servaient à plusieurs usages. Il y avait des moulins qu'on appelait des martinets, qui tapaient sur des billettes d'acier pour les transformer en tôle. Ensuite, il y avait des moulins pour fendre l'acier. Et puis, il y avait un troisième type de moulin, c'était les meulières, ou les moulinages, qui servaient simplement à façonner les fils des épées. Donc avec ces trois types de moulins, il y avait tout un
tout un procédé de fabrication, en particulier des épées, mais aussi des armures et tout un tas de matériel de guerre propre à la Renaissance. Hein. Et donc ces moulins manquaient d'eau et ils ont eu l'idée de créer un nouveau canal qui s'appelle le canal du Sarno, qui partait de la ville de Sarno, qui traversait la plaine du Vésuve et qui allait se déverser un petit peu en hauteur à Torre del Greco et qui alimentait ces moulins. Donc Turilo, il nous dit, je comprends pas, à un certain moment, ils auraient pu passer tout droit au-dessus de Pompéi et ils ont fait un détour pour passer à travers la ville de Pompéi, qui à l'époque était enfouie sous les cendres du Vésuve et que l'on ne pouvait pas voir. Et en faisant ce trajet à travers la ville de Pompéi, les constructeurs du nouvel aqueduc, ils ne se sont rendus compte de rien, ils ne se sont pas aperçus qu'ils traversaient une ville. Alors qu'évidemment, puisqu'ils passent en dessous de la ville, ils auraient dû rencontrer des murs, ils auraient dû rencontrer des rues, ils auraient dû se rendre compte de quelque chose, ce qu'ils n'ont pas fait. Turilo, il nous dit donc qu'en fait, s'ils ont fait ce détour, qu'ils auraient pu éviter, hein, puisque c'est un détour de 2 km environ, s'ils ont fait ce détour, c'était pour alimenter en eau une ville existante, donc la ville de Pompéi qui existait à l'époque des travaux en 1590, et qu'elle n'a été détruite que plus tard, en 1631. C'est à partir de cette hypothèse-là qu'a été élaborée la théorie de la destruction de la ville de Pompéi par une éruption du Vésuve en 1631. Alors, pourquoi la thèse de Turilo paraît fausse ? D'abord, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il était nécessaire, en fait, de faire ce détour ? Turilo nous dit que non, on aurait pu tirer tout droit. Ceux qui s'opposent à cette thèse répondent non, en fait à cet endroit-là il y avait une sorte d'éperon de lave qui crée une surépaisseur et c'est cette surépaisseur qu'il a fallu contourner. Alors évidemment cette surépaisseur on aurait pu éviter de la contourner en passant à travers. Hein, parce que si les canaux des aqueducs suivent les courbes de niveau, ils peuvent aussi passer à travers une colline et serait tout à fait pu être possible dans ce cas de figure. Mais on peut se demander si la nature de la roche, en fait cet éperon rocheux, c'est pas du tuff volcanique qui est en fait une roche assez malléable, qui se creuse assez facilement. On est probablement là face à une coulée de lave en basalte, et le basalte fait partie des pierres les plus dures et les plus difficiles à tailler. D'autant que quand on passe à travers, en fait, comme les aqueducs, ils ont des colonnes d'aération qui sont assez serrées, assez nombreuses. Il faut également creuser ces colonnes d'aération. Dans le cas présent, ça sera des colonnes de 30 à 40 mètres. Dans le cas au sud de Naples, évidemment, c'est beaucoup plus important. Mais ici, peut-être que la configuration géologique du sol, à elle-même, justifiait le crochet, le détour. Je ne suis évidemment pas spécialiste de ces questions pour le trancher de façon catégorique, mais c'est une hypothèse en tout cas qui se tient tout à fait. Ensuite, l'autre chose, c'est ce que nous dit Turilo, il nous dit ce nouvel aqueduc servait à alimenter Pompéi, une ville existante. Le problème qu'il y a à cette affirmation, c'est qu'on n'alimente pas une ville existante au point bas. Hein, l'eau, pour alimenter une ville, doit arriver à un point haut. Parce que, quoi qu'il advienne, c'est toujours par gravité que l'eau arrive jusqu'aux habitations. Une rivière souterraine ne peut pas alimenter une fontaine qui est au-dessus d'elle. Si on veut alimenter une fontaine qui est au-dessus d'elle, il faut avoir un système qui puise de l'eau, qui la tire, qui la remonte à la surface avant de la faire écouler dans la fontaine. Donc ça n'a pas de sens que de dire que ce canal qui passait au bas de Pompéi servait à alimenter les bassins et les fontaines qui sont au-dessus de lui.
Donc cette affirmation de Tchourilo, elle ne tient pas. Donc le dernier point, c'est que on voit très bien en suivant le parcours du canal tel qu'il est aujourd'hui dans la ville de Pompéi, hein, parce qu'il est très bien identifié, c'est qu'il passe sous le sol de la ville de Pompéi, quelques mètres en dessous, 2 mètres, 2 mètres 50 en dessous, guère plus. Et si la ville avait été existante, eh bien, ils auraient construit le canal à ciel ouvert, et on voit que ça n'a pas du tout été le cas, puisqu'il passe sous la ville, mais jamais il n'a endommagé ni les routes, ni les villas existantes. Puisque si on avait creusé une saignée à travers Pompéi, d'abord, eh bien, on se serait débrouillé pour creuser cette saignée dans l'axe des rues, évidemment. Et puis, il y aurait eu des dégâts qui auraient été faits à la ville elle-même. C'est-à-dire qu'on peut affirmer, bien sans se tromper, que soit le canal a été construit avant la ville de Pompéi, et bien construit avant la construction de la ville de Pompéi, c'est-à-dire que la ville de Pompéi a été faite par-dessus le canal. Hein, c'est l'hypothèse finalement la plus logique ou la plus simple. Ou l'autre hypothèse, c'est de se dire que le canal a été construit sous la ville de Pompéi existante, mais auquel cas il a été construit dans un tunnel, et s'il a été construit en tunnel, on voit pas tellement l'intérêt, on voit plus tellement l'intérêt qu'il y aurait eu à faire ce détour pour éviter d'avoir à faire un tunnel un petit peu plus haut. En tout état de cause, l'hypothèse de Tchourilo qui nous dit que ce canal a servi à alimenter la ville de Pompéi, ça tient pas la route. En aucune façon, ça ne tient la route. Alors avant de parler précisément de Pompéi, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire des aqueducs. Et puis dans un second temps, on parlera un petit peu de technique de l'aqueduc. Alors au point de vue de l'histoire d'abord, je voudrais signaler une coïncidence tout à fait amusante. C'est que l'histoire des aqueducs commence avec deux personnages dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, qui sont le roi Ézéchias, roi de Jérusalem, et le roi de Perse, Sannachérib. J'ai fait une vidéo sur le prisme de Taylor, la fausse histoire, et ces deux personnages sont manifestement des personnages qui n'ont jamais existé, des personnages inventés, mais ce sont eux deux les premiers constructeurs des aqueducs connus au monde. Ézéchias, eh bien, qui a construit le tunnel de Siloé à Jérusalem, et puis Sannachérib, qui a construit bien l'aqueduc de Sannachérib en Mésopotamie, donc c'est aux alentours de moins 700 avant Jésus-Christ. C'est une petite anecdote, mais plus je creuse dans la fausse histoire, plus je m'aperçois que finalement, autant la Terre est vaste, autant le monde de la fausse histoire est petit. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours les mêmes personnages au cœur des affabulations, hein, que ce soit bien Pline l'Ancien, Auguste, et ici maintenant Ézéchias et Sannachérib. Ainsi, les historiens de la fausse histoire, eh bien, se sont servis d'une poignée de personnages pour tresser eh bien, leur fausse histoire. Sinon donc, eh bien, il y a eu beaucoup d'aqueducs qui ont été construits pendant l'Antiquité, et tous ces aqueducs ont été construits par les Romains, grosso modo tous à la même époque. Hein. On peut en voir une liste ici, hein, en Algérie, par exemple, aqueduc de Béjaïa en Algérie, en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, des aqueducs en veux-tu, en voilà, en Grande-Bretagne également, en Grèce, en Israël, en Italie, à Rome bien évidemment, en Jordanie, en Liban, en Libye, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, c'est-à-dire sur tout le pourtour méditerranéen. On a eu de nombreux aqueducs qui ont été construits, et ces aqueducs ont été construits tous par les Romains, avec la technologie en fait que les Romains possédaient. Ce ne sont jamais les populations autochtones, qui finalement n'étaient sans doute que des barbares, qui ont construit ces aqueducs. Et puis ensuite, on a cette phase, donc 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, de construction d'aqueducs en veux-tu, en voilà.
Et puis tout à coup, avec la disparition de l'Empire romain, eh bien, pendant 1000 ans, 1500 ans, eh bien, on ne sait plus construire les aqueducs. Hein, c'est comme la construction de bâtiments en pierre, c'est comme la littérature. Tous ces arts et techniques des êtres humains eh bien, disparaissent subitement avec la disparition de l'Empire romain. Et tout ça est redécouvert à la Renaissance. Et par ces mêmes Romains. Les Romains de la Renaissance qui sont l'Église catholique, en fait, eh bien, redécouvrent les techniques des Romains anciens et les mettent en application. Et c'est à partir de la Renaissance seulement qu'il y aura une nouvelle phase de construction des aqueducs. Hein, les aqueducs, par exemple, pour alimenter les châteaux de Versailles, aqueducs de Maintenon ou d'autres, et puis ensuite des aqueducs jusqu'au plus récent. Mais on a une grosse phase, une grande période, hein, qui a duré au moins 1000 ans, dans laquelle la technique des aqueducs a complètement disparu. On n'a plus su faire. Et finalement, Pompéi, avec ses 2 aqueducs, eh bien, illustre très bien cette situation. Hein, puisqu'il y a un premier aqueduc construit à l'époque romaine, à l'époque de Pompéi de Jésus-Christ. C'est l'aqueduc Augustus de Naples. Et puis, il y a le deuxième aqueduc qui est construit à la Renaissance, à la fin du XVIe siècle, par Domenico Fontana. Et finalement, entre ces 2 dates, eh bien, le passé est vide. Il ne s'est rien passé dans l'histoire entre l'Empire romain et la Renaissance. Alors, on va parler un petit peu technique. Alors, du viaduc de Naples, hein, aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Seulement un petit bout, quelques arches, ici, au nord de Naples. Et puis un tout petit morceau au sud de Palma, ici. Hein. Donc je vais illustrer mon propos avec des images du viaduc du Gier, hein, qui est le plus grand viaduc de France et qui alimentait la ville de Lyon, qui part de Saint-Chamond dans la Loire et qui va jusqu'à la colline de Fourvière à Lyon. Et puis nous nous intéresserons au viaduc du Gier parce que nous allons en reparler lorsqu'il sera question de la datation du viaduc de Naples. Eh bien d'abord, il faut comprendre qu'au niveau technicité, eh bien, il faut un degré élevé de technicité dans plusieurs domaines. D'abord en topographie, parce qu'on ne construit pas un aqueduc sur 140 ou 150 km de long sans savoir ni d'où on part, ni où on arrive et comment on y arrive, parce qu'il faut calculer des pentes, etc. Donc il faut pouvoir faire des relevés de terrain précis sur des grandes distances. Ensuite, il faut une grosse technicité, bien évidemment, en matière hydraulique, savoir comment l'eau s'écoule, quel débit, quelle pente, comment réduire les vitesses, hein, par exemple dans le cas de trop fortes pentes, comment éviter finalement qu'il se crée des bouchons d'air en rajoutant des aérations verticales, etc., etc. Et puis évidemment, il faut une grande technicité au niveau de la maçonnerie, la construction des ouvrages en eux-mêmes. Hein. Il y a tout un savoir-faire pour que les ouvrages tiennent en place et durent longtemps. Alors le deuxième point à comprendre, c'est que si nous, quand on pense aqueduc, eh bien en fait, on pense généralement au pont aqueduc. C'est-à-dire que pour traverser une vallée, eh bien, on fait passer l'aqueduc au-dessus d'un pont. C'est le cas par exemple du pont du Gard. Mais en fait, ce type d'ouvrage, c'est pas l'aqueduc dans son sens général, hein, puisque c'est qu'un ouvrage particulier de l'aqueduc. L'aqueduc en lui-même, il est construit en suivant les courbes de niveau et enterré. C'est-à-dire qu'on fait une tranchée à 2 mètres, 3 mètres de profondeur. Cette tranchée suit les courbes de niveau pour suivre la pente qu'on veut lui donner. Et puis à ce moment-là, ils font un radier au fond. Ensuite, sur ce radier, eh bien, ils montent de chaque côté 2 murs verticaux. Ensuite, à l'intérieur de ces murs verticaux sera faite une étanchéité en mortier de chaux, hein, horizontale, verticale. Ensuite, la voûte est fermée au-dessus. Puis ensuite,
Ils sont posés des plaques en travertin pour protéger l'eau des pénétrations extérieures. Et puis enfin, le tout est remblayé. C'est-à-dire que l'aqueduc est un conduit enterré et il n'est pas visible sur sa plus grande partie. Il est visible uniquement dans le cas de ponts aqueducs. Je voudrais ici faire un petit aparté parce que, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que les Romains avaient un grand souci de la qualité de l'eau. C'est pour ça qu'ils mettaient des protections pour que rien ne pénètre dans l'aqueduc qui risquait de polluer. Or, un commentateur m'a fait remarquer que, en fait, on a appris cet été que la plupart enfin pas la plupart, mais une grande partie de notre alimentation en eau potable est polluée. Est polluée en particulier par l'agriculture. Puisque tous les produits chimiques qu'on déverse sur les champs pour augmenter les récoltes, ils finissent dans les nappes phréatiques, et c'est ensuite les nappes phréatiques, l'eau des nappes phréatiques qui est utilisée pour l'alimentation en eau potable. Et dans de nombreux cas, par exemple en Bretagne, surtout en Bretagne, l'eau est polluée. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plutôt qu'essayer de prendre des mesures pour lutter contre la pollution, ils ont modifié les seuils qui permettent de reconnaître cette pollution, de sorte que de nombreuses sources d'alimentation en eau potable qui étaient considérées polluées au printemps dernier sont cet automne plus du tout considérées comme polluées. C'est simplement un tour de passe-passe administratif. On change le seuil, la mesure de la pollution, et on déclare qu'il n'y a plus de problème. Cassez le thermomètre et vous n'aurez plus de température. Voilà les méthodes qu'on emploie. Je voudrais également en profiter pour signaler une petite vidéo que j'ai vue récemment d'un dénommé Olivier Ray, qui nous déclare que, en fait, ils ont l'intention de faire, ou ils font déjà, de mettre une hormone qui s'appelle l'oxytocine dans l'eau d'alimentation, parce que c'est une hormone qui, non pas rend joyeux, mais détend, décrispe les individus. Ils mettraient cette hormone dans l'eau, finalement, pour qu'on soit plus acceptant, plus docile, en particulier face à l'immigration et ces choses-là. Vous avouez que quand j'ai pris connaissance de cet article sur le rôle que pourrait jouer l'oxytocine pour rendre les populations caucasiennes, entre guillemets, accueillantes aux migrants, d'abord j'ai cru à un canular, et puis je me suis aperçu que non, c'était bien publié dans une revue scientifique, tout à fait sérieuse. Donc reprenons. Outre les ponts aqueducs, il y a un autre type d'ouvrage qui sont les tunnels. C'est-à-dire que quand on ne peut pas contourner toute une montagne, toute une colline, on passe à travers des tunnels qui vont suivre la pente prévue pour l'aqueduc, mais qui traversent la montagne. La difficulté de cette technique, comme toutes les autres techniques en fait, il faut environ tous les 25 mètres qu'il y ait des aérations verticales. Parce que sans ces aérations verticales, il va se former, quand l'aqueduc est mis en charge, il va se former un bouchon d'air qui va ralentir le débit de l'eau. Donc pour éviter ce bouchon d'air, il faut créer des aérations verticales qui permettent à l'air s'évacuer pendant que l'eau pénètre. Et une fois qu'il est mis en charge, évidemment, ces aérations peuvent être bouchées. Et puis, il y a un quatrième type d'ouvrage qui est le siphon. Le siphon, ça permet de franchir une vallée avec des tuyaux étanches, des tuyaux étanches qui sont réalisés en plomb, qui traversent toute la vallée, qui descendent d'un côté de la vallée et qui remontent de l'autre côté. On part d'un réservoir d'arrivée, de chasse, qui est rempli d'eau, l'eau s'écoule dans les siphons, et l'eau remonte par la pression, elle remonte de l'autre côté, et elle va reprendre après son parcours normal dans l'aqueduc. Et puis il y a évidemment l'ouvrage de départ et l'ouvrage d'arrivée. L'ouvrage de départ, il faut constituer un barrage qui va permettre de retenir l'eau et de la mettre sur une certaine hauteur.
pour qu'elle pénètre dans l'aqueduc avec une hauteur suffisante, et puis l'ouvrage d'arrivée qui est le château d'eau, à partir duquel on va pouvoir distribuer l'eau dans la ville qu'on veut alimenter. Hein, donc voilà ce qu'on pouvait en dire au niveau de la technique. Je pense que c'est suffisant pour mon propos, pour illustrer un petit peu cette question de la construction des viaducs. Alors maintenant on va parler de datation. Il se trouve que le viaduc du Gier, donc à Lyon, est bien un parement qu'on appelle en pierre réticulée. On voit ici, donc c'est constitué de petites pierres qui sont taillées carrées et qui sont bâties en diagonale. Le mot réticulé vient du mot rais, qui signifie le filet. Hein. Donc c'est en forme de filet. L'avantage de ce parement réticulé, c'est qu'il a un aspect décoratif qui peut être accentué eh bien, en mélangeant des pierres de diverses couleurs, diverses origines et diverses couleurs, et puis avec une alternance de briques horizontales. Et donc il a cet aspect décoratif, mais il a aussi un aspect au niveau de la conservation de l'édifice, puisqu'il permet un meilleur écoulement de l'eau qui ruisselle en façade. Eh bien, ce parement réticulé, on le trouve dans de nombreux cas à Pompéi. Il était très utilisé à Pompéi. Il a été utilisé aussi sur le viaduc de Naples, hein, le viaduc Augustus de Naples. On peut en voir un exemple ici. Et donc, qu'on trouve ces deux types de parements aussi bien sur le viaduc de Lyon et Pompéi, eh bien c'est un signe, hein, on est enclin à penser que ces deux édifices, enfin que cet édifice, le viaduc du Gier et cette ville, la ville de Pompéi, ont été construits à la même époque. C'est-à-dire, selon l'histoire officielle, au 1er siècle ou au plus tard au 2e siècle après Jésus-Christ. Et donc, cette construction au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ du viaduc de Gier est confirmée par ce qu'on appelle une trace épigraphique, en l'occurrence une pierre qui a été retrouvée à la fin du 19e siècle, qui est dite la pierre de Chagnon, hein, puisque c'est sur la commune de Chagnon qu'on l'a retrouvée. Et cette pierre portait une inscription en latin qui dit ceci. Par ordre de l'empereur César, Trajan, Adrien, Auguste, à personne n'est donné le droit de labourer, de semer ou de planter dans cet espace de terrain qui est destiné à la protection de l'aqueduc. Alors évidemment, voilà ici la preuve irréfutable que l'aqueduc du Gier a été construit à l'époque romaine. Cependant, si vous avez déjà vu des vidéos sur ma chaîne, vous avez vu qu'on doute beaucoup de l'authenticité de ces écritures. On a tendance à penser, c'est tout naturel de penser ça, que parce que quelque chose est écrit dans la pierre, a été gravé dans la pierre, et bien que cette chose-là est vraie. Quelque part, par définition, cette chose-là est vraie, c'est gravé dans la pierre, donc c'est vrai. Alors, a-t-on des raisons de douter de l'authenticité de cette pierre? Eh bien, dans un premier temps, je dirais oui, a priori, on a des raisons de douter de toute découverte archéologique, parce qu'en archéologie, eh bien, la fraude est équivalente au dopage dans le sport. L'archéologue a besoin pour justifier son activité, a besoin pour passer à la postérité, a besoin pour pouvoir écrire, formuler des textes qui font parler de lui, il a besoin de faire des découvertes, et si ces découvertes, eh bien, il ne les trouve pas, il a tout intérêt à en inventer. La fraude, en archéologie, est un art facile, et il y a toutes les raisons de penser que les archéologues qui veulent accéder à la notoriété, qui veulent faire parler d'eux, eh bien, ont tendance à frauder s'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils souhaiteraient dans leur fouille. Alors ça peut paraître sévère comme analyse,
hein, puisque vous allez me dire, mais vous êtes en train de traiter de fraudeurs tous les archéologues. Eh bien, malheureusement, c'est la nature humaine qui veut ça. Hein. Les cyclistes se dopent, et ils se dopent tous. À un certain niveau de sport, ils se dopent tous, même dans le sport, dans le cyclisme amateur, on se dope. Pourquoi? Parce que sans le dopage, eh ben, il n'y a pas de résultat. Les cyclistes veulent des résultats et ils se dopent. Eh bien, les archéologues, ils veulent des résultats et ils fraudent. Maintenant, le deuxième élément, c'est la question qu'on peut se poser, c'est de savoir à qui s'adresse cette pierre. Hein, cette pierre, elle est gravée en latin. Alors, pensez-vous que les gens du coin, là-bas, dans la vallée du Gier, d'un petit village perdu, au fin fond d'une vallée, parlaient le latin? Eh bien, sans doute que non. Eh bien, ils parlaient la langue vernaculaire du pays, c'est-à-dire un espèce de patois local de type franco-provençal. Et ils parlaient certainement pas le latin. Le latin, c'était une langue administrative pour communiquer au sein de l'Empire, hein, à travers des gens de population de langue originelle. Pour des gens qui avaient une langue maternelle différente, eh bien, ils apprenaient le latin et ils pouvaient communiquer en latin des gens de diverses nationalités. Mais les paysans des campagnes, évidemment, eux, ne connaissaient pas le latin. Et puis ces paysans des campagnes, eh bien, est-ce qu'ils savaient lire? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un paysan qui est derrière le cul de ses vaches, eh bien, à cette époque-là, il apprenait à lire? Et il savait lire? Non, les gens ne savaient pas lire. Donc, on a une pierre écrite dans une langue que les gens ne comprennent pas, et avec un texte qu'ils ne savent pas lire. Quel est l'intérêt de cette pierre? Donc cette pierre, elle servait à rien s'il s'agissait de protéger l'aqueduc, de quoi que ce soit, hein, la piste de vache ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, elle a servi à quelque chose si elle a été inventée par l'archéologue qui en a fait ses choux gras. Aujourd'hui, cette pierre a été déplacée, elle est sur un mur dans le village de Chagnon, on ne sait même pas où est sa position d'origine, où est-ce qu'elle a été trouvée. Donc est-ce que c'est une preuve, cette pierre? Moi je dis non. Par contre, effectivement, le fait que le parement en pierre soit de la pierre, un appareillage réticulé, aussi bien sur le viaduc du Gier et aussi bien à Pompéi, eh bien ça c'est bien une preuve que, ou au moins un indice fort que ces deux constructions sont d'époque identiques. Mais ça ne veut pas dire que ces deux constructions sont d'époque romaine. On peut tout aussi bien imaginer que si Pompéi, comme je l'affirme, a été construite en ruine à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire un projet fomenté par la maçonnerie, la franc-maçonnerie catholico-romaine, eh bien, si Pompéi a été construite au XVIe siècle, eh bien, le viaduc du Gier est construit, lui également, au XVIe siècle, ou au début du XVIIe siècle. Mais ils sont à la même époque, c'est-à-dire à l'époque de la Renaissance. Personnellement, moi, je pense que la preuve que j'ai apportée que l'urbanisme de la ville de Pompéi est absurde, eh bien, est supérieure à une preuve écrite sur une pierre dont on ne sait pas finalement qui l'a écrite. Est-ce que cette pierre est authentique ou est-ce que cette pierre a été créée pour tromper? Comment peut-on le savoir? On ne peut pas. Par contre, que l'urbanisme de la ville de Pompéi est absurde, eh bien ça, on peut le constater en observant comment c'est fait, en observant comment les rues sont faites, en voyant qu'on ne peut pas circuler avec des charrettes tirées par des chevaux dans une ville organisée de cette façon. Donc la preuve, ce que j'ai appelé la preuve par le cheval que Pompéi est fausse, est supérieure à la preuve tirée de la pierre de Chagnon. Et qu'on doit donc faire remonter l'histoire de l'aqueduc de Lyon, l'histoire des aqueducs de Lyon, à une époque plus récente, c'est-à-dire à l'époque de la Renaissance. Donc voilà ce que j'avais à dire pour les datations. Je voudrais maintenant aborder un dernier point, c'est la personnalité de l'architecte Domenico Fontana, hein, celui qui a construit le deuxième aqueduc de Pompéi, l'aqueduc du Sarno, qui passe au pied de la ville.
au bas de la ville. Alors, dans cette dernière partie, nous allons revenir à cet architecte, Domenico Fontana, qui éleva les obélisques de Rome, en particulier celui du Vatican, pour le pape Sixte V. Étrange nom pour un pape, composé uniquement de chiffres, un nom qui fleure bon la cabale. Alors je l'ai déjà dit, je le répète, nous avons trouvé étrange le fait que ce personnage ait son nom investi sur les deux principaux sites de l'archéologie antique, à savoir le temple de Karnak et le site de Pompéi. Mais si à Pompéi, il réalise les travaux de l'aqueduc du Sarno, ce n'est pas par hasard. Son frère, Giovanni Fontana, qui fut lui-même architecte, il est un des architectes de la basilique Saint-Pierre, mais c'est un architecte qui excella dans les travaux hydrauliques. Il rétablit l'ancien aqueduc de l'Aqua Trajana qui amenait l'eau du lac de Bracciano au mont Janicule et bâtit avec Flaminio Ponzo la fontaine Pauline. Donc son frère était un spécialiste des questions hydrauliques. Mais Domenico Fontana travailla aussi avec un autre architecte, Giacomo della Porta, qui lui aussi était un spécialiste des tuyauteries. Lui aussi travaille à la basilique Saint-Pierre, dont il construit la coupole, mais il est surtout connu également pour la réalisation de fontaines. La fontaine du Palazzo Borghese, la fontaine de la Piazza Colonna, la petite fontaine de Piazza Navona, la Piazza della Rotonda, etc. etc. C'est un spécialiste en fontaine. Et on a l'impression qu'à cette époque, outre le fait que le XVIe siècle, à Rome, a été un moment où on a construit énormément de palais, des demeures seigneurales, il y a aussi la réalisation de nombreuses fontaines. Et toutes ces personnes-là sont des spécialistes de la réalisation de fontaines. Donc on trouve à nouveau une coïncidence étonnante après toutes les autres coïncidences. On a une personne spécialiste des tuyauteries et des fontaines qui traverse une ville sans la reconnaître, une ville enfouie sans la reconnaître, qui est donnée pour la ville des fontaines et des tuyauteries. C'est un hasard tout à fait hasardeux. Alors comment comprendre cela ? Moi je dirais d'une façon assez simple, les Romains, ce sont eux. C'est-à-dire qu'il n'a jamais existé ce grand vide que l'histoire nous présente entre une époque romaine antique et l'époque de la Renaissance. Il existe une parfaite continuité entre la Rome antique et l'époque romaine. Et l'époque de Domenico Fontana, elle succède tout juste à l'époque où on construisit, où les Romains construisirent tous ces aqueducs à l'époque d'Augustus, à l'époque de la construction de l'aqueduc de Naples. Il n'y a jamais eu l'acquisition d'un savoir-faire très spécialisé, très spécifique par les Romains au début de notre ère, et puis la perte de ce savoir-faire pour le redécouvrir plus de 1000 ans après. Ça n'a jamais existé. Ce qui a existé, c'est une parfaite continuité entre les deux époques. Et Domenico Fontana, succédait de peu aux Romains qui construisirent les aqueducs qui leur sont attribués. Si tant est que tous les aqueducs attribués aux Romains ont bien été construits par les Romains, qui, bien évidemment, reste à prouver. Et on peut penser alors que Pompéi, si Pompéi a été construite en ruine, en vue d'être enfouie sous terre pour être redécouvert plus tard, et bien que Pompéi a été en quelque sorte un chantier-école de l'art du fontainier, de l'art de la distribution d'eau en site urbain. Un chantier qui peut-être a permis de faire des études, a peut-être permis de mettre au point de nouvelles techniques, mais jamais d'alimenter une ville réellement pour ses habitants. Puisqu'on l'a vu, ses habitants ne pouvaient pas circuler avec des charrettes tirées par des chevaux. Voilà,
Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.